Beaucoup retiennent de Steve Jobs l'iPod, l'iMac et évidemment l'iPhone. Plus rarement ses échecs. Pourtant, son propre conseil d'administration l'a renvoyé de l'entreprise qu'il avait fondée, avant de le rappeler à l'aide une décennie plus tard pour bâtir l'une des marques les plus désirées et les plus rentables du monde, Apple. Nick, Super Bowl 18. Tremendous build-up. It was billed as the best matchup in the history of all the Super Bowls, but when the game was played, it was a complete bust. On est le 22 janvier 1984 aux États-Unis. C'est la 18e édition du Super Bowl, la finale annuelle de la Ligue nationale de football américain. L'équipe des Raiders bat les Redskins devant plus de 77 millions de téléspectateurs. Presque un Américain sur 3 est devant son écran. Troisième quart-temps, les Raiders mènent face aux Redskins. Soudain, les écrans s'assombrissent. Et l'Amérique découvre 1984, la toute nouvelle pub d'Apple pour son Macintosh, qui sort 2 jours plus tard. C'est un film de 60 secondes signé Ridley Scott qui va changer à jamais l'histoire de la marque et celle de la publicité elle-même. Une jeune femme court, vêtue d'un short orange, un marteau à la main. Derrière elle, des gardes casqués la poursuivent dans un couloir d'acier. Elle déboule dans une immense salle où des centaines d'hommes, tête rasée, regardent fixement un écran géant. Sur cet écran, un visage autoritaire, sans émotion, leur parle d'obéissance, d'ordre, de pureté. La femme s'arrête, elle balance son marteau de toutes ses forces, l'écran explose. Un souffle de lumière envahit la pièce. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh, and you'll see why 1984 won't be like 1984. 2 jours plus tard, le Macintosh est présenté officiellement. Et tout le monde sait déjà qu'Apple ne vend plus seulement des ordinateurs. Apple vend une idée, la liberté face aux géants, l'imagination face à la conformité. Pour mesurer un petit peu la portée de ce moment, il faut se souvenir du monde dans lequel Apple est né. En 1984, l'ordinateur n'est pas encore un objet domestique. À peine 8% des foyers américains en possèdent un, souvent réservé aux passionnés ou aux cadres. Dans les bureaux, IBM règne en maître absolu. Son PC, lancé 3 ans plus tôt, a imposé ses normes et son architecture. La majorité des entreprises travaillent sous MS-DOS. Austère, interface en ligne de commande, voilà, c'est le mot informatique personnel, qui n'a pas encore de sens. L'ordinateur est une machine sérieuse, coûteuse, grise. Le matin du 24 janvier 1984, dans une salle surchauffée du Flint Center à Cupertino, les projecteurs balayent la scène et plus de 2500 personnes attendent, silencieusement. La musique s'élève et Steve Jobs, 28 ans, entre sur scène. Jean clair, un sourire à peine contenu, dans ses bras, un petit boîtier beige, le Macintosh 128K. C'est la première fois que le public le voit. Jobs le pose, insère une disquette et se recule. L'écran s'allume et le mot Macintosh apparaît, suivi d'une voix électronique là. On s'en souvient tous si vous l'avez vécu. C'était presque joyeux. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. La salle éclate de rire, puis applaudit. Steve Jobs, lui, observe, les bras croisés. Il sait qu'il n'est plus seulement en train de présenter un produit. Il inaugure un nouveau langage entre l'homme et la machine. The first reliable computer was built by an American about 50 years ago. Since then, computers have multiplied like fury, and they've also become far more reliable. And more Americans rely on them. Dans les années 80, l'ordinateur personnel est un territoire de niche. Le géant IBM dicte les normes dans les bureaux et dans les open space d'Amérique. Des centaines de machines grises s'alignent, toutes bâties sur le même modèle. Des clones du PC d'IBM. Le moteur invisible de cette armée, c'est Microsoft, qui distribue son système d'exploitation MS-DOS, là le fameux, à quiconque veut construire un ordinateur compatible. Tandis qu'Apple rêve de beauté. Gates vend la standardisation. En 1983, Apple n'a que 7 ans d'existence, mais déjà les traits d'une multinationale. L'ordinateur Apple II a fait fortune. Le projet Lisa, malgré son échec commercial, a montré que Jobs voulait transformer la technologie en art. Mais la croissance est brutale. Les investisseurs réclament un adulte à la tête de l'entreprise. Steve Jobs est un visionnaire, pas un gestionnaire. Autour de lui, à ce moment-là, l'équipe commence à douter. Il change d'avis 10 fois par jour, fixe des délais impossibles, hurle sur les ingénieurs, puis les encense. Le conseil d'administration d'Apple lui répète qu'il faut un PDG expérimenté, quelqu'un capable d'imposer une discipline à cette jeune entreprise devenue chaotique. Jobs, lui, refuse l'idée d'un bureaucrate. Il veut un allié, pas un supérieur. Et c'est à New York, à 3000 km de Cupertino,
qu'il pense avoir trouvé l'homme idéal. John Sculley. À ce moment-là, John est président de Pepsi.co et ce n'est pas un ingénieur, c'est un marketeur brillant, diplômé de Wharton. À Pepsi, il a construit la légende du slogan The Pepsi Generation. Et il a fait de la marque une icône rebelle face au géant Coca-Cola. Et sous sa direction, les ventes ont explosé. Dans les années 70, Pepsi dépasse Coca-Cola dans plusieurs marchés américains. Apple, de son côté, partage la même ambition. Incarner la jeunesse contre les géants. Jobs est fasciné, il veut ce stratège des marques, ce narrateur capable de transformer un soda en un symbole culturel. Il prend l'avion pour New York et c'est dans un bureau à Manhattan qu'il lui lance une phrase devenue légendaire. Est-ce que tu veux continuer de vendre du sucre toute ta vie ou tu comptes venir avec moi changer le monde ? Sculley hésite. Il n'a jamais travaillé dans les technologies. Pepsi est un empire tranquille. Apple, une start-up turbulente. Mais Jobs le charme, le harcèle presque. Il l'appelle tous les soirs. Et un soir de printemps, il téléphone depuis la Californie. La voix tremblante, « John, tu vas me briser le cœur si tu ne viens pas. » Cette phrase scelle tout. Sculley accepte et c'est le 8 avril 1983 qu'il devient officiellement le CEO d'Apple Computer Inc., remplaçant Mike Markula. We think we're basically fashioning a 21st century bicycle here, which can amplify an inherent intellectual ability that man has and really take care of a lot of drudgery to free people to do much more creative work. Malgré déjà des aspects de multinationales, le Macintosh original n'a pas été développé dans des bureaux flambant neufs, mais plutôt dans un coin discret d'une ancienne station-service. Une équipe dédiée travaille dans l'ombre du campus Apple. Il n'y a pas de nom de bâtiment, pas de page d'annuaire, ils codent en jeans, ils débattent tard dans la nuit, et Chris Espinosa, ingénieur en informatique, c'est l'un des employés les plus anciens d'Apple, dira même plus tard « The Macintosh team was small, scrappy, and we knew we were right ». Il y a cette autre phrase aussi que je vais essayer de citer « We were the pirates, and we wanted to make better stuff than the Navy ». Les débuts semblent prometteurs. En avril 1984, Apple a déjà vendu plus de 70 000 Macintosh. Mais l'euphorie ne dure pas. À la fin de l'année, les ventes tombent à moins de 10 000 unités par mois. Le rêve s'essouffle. Les critiques ne tardent pas. Avec 128 kilo-octets de mémoire, le Macintosh 128K est trop limité pour un ordinateur graphique. Et l'ironie du sort, la machine utilisée par Jobs pour sa démonstration sur la scène, c'était une version 512K, bien plus fluide. Le modèle commercialisé, lui, se heurte vite à ses contraintes. Vendu 2 495 $ à l'époque et avec un seul lecteur de disquette, l'expérience est frustrante. Changer de disquette pour enregistrer, relancer, passer d'un programme à l'autre devient une routine épuisante. Les logiciels manquent, MacWrite et MacPaint sont élégants mais isolés et la presse salue le design, tout en soulignant un peu ses limites. Dans les magasins, certains vendeurs le surnomment même le jouet le plus intelligent du monde. C'est comme ça qu'en septembre 1984, Apple tente de corriger le tir avec le Fat Mac, équipé de 512K, cette fois de mémoire. Les ventes se redressent brièvement, mais le mal est fait. Le Macintosh est perçu comme un produit élitiste, difficile à utiliser et incompatible avec le monde PC. En interne, la tension monte entre Steve Jobs et John Sculley. Les chiffres ne suivent pas les promesses et au printemps 1985, Jobs quitte Apple, évincé du conseil d'administration. Ce que peu de gens savent, c'est que le Macintosh ne sera vraiment sauvé que 2 ans plus tard. En 1986, quand Apple lance le Macintosh Plus avec plus de mémoire, plus de fonctionnalités supplémentaires, l'écosystème de logiciels est enfin mûr, le Macintosh Plus est associé au logiciel PageMaker et à l'imprimante LaserWriter qui permet pour la première fois de créer et d'imprimer soi-même des magazines, affiches ou brochures. C'est la naissance de la mise en page sur ordinateur. If you're in the graphic design business, the Macintosh, the LaserWriter, and specifically PageMaker software is an excellent investment. Du jour au lendemain, le Macintosh devient l'outil préféré des graphistes, journalistes et agences de création. L'échec technique se transforme en triomphe culturel. C'est cette mutation du rêve inaccessible à l'usage concret qui sauvera Apple. Et il faudra pourtant attendre 1987 pour que les ventes du Mac dépassent enfin celle de l'Apple II. Sans le succès de la lignée Apple II, Apple aurait probablement sombré.
Le Macintosh de 1984 n'a pas seulement marqué un tournant technologique, il a offert à Apple et à Steve Jobs une leçon de lucidité. Pendant des années, l'entreprise a cru qu'un produit pouvait réussir par sa beauté, son audace, son marketing. Mais le marché, lui, a rappelé une règle simple. Un produit ne triomphe que lorsqu'il résout un problème réel. Lorsque Steve Jobs a quitté Apple en 1985, humilié, il n'est pas parti vaincu. Il a fondé Next et a racheté un petit studio d'animation, nommé Pixar. Steve Jobs a appris à écouter le marché, sans pour autant s'y conformer. Et il a associé sa vision du produit et du design à l'usage, et non plus à l'ego. Quand Steve est rappelé par Apple en 1997, ce n'est plus le jeune prodige de 1984. C'est un homme qui a appris que l'échec n'est pas une chute, mais un passage formateur. Le nouvel iMac, l'iPod, puis l'iPhone porteront la trace invisible de cette défaite. Sans l'échec du premier Macintosh, Steve Jobs n'aurait jamais présenté l'iMac. Les génies échouent aussi, et c'est souvent dans ces instants précis que naît leur légende. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.